Non, bien sûr que non. On voit bien que d'abord il refuse le fait de mettre ces éléments-là dans la loi, donc c'est bien qu'il a une arrière-pensée. Ensuite, on sait très bien que les autres entreprises publiques qui ont tout été, qui ont vu leur capital ouvert, qui ont été complètement privatisées, sont passées par ces éléments-là de transformation d'une entreprise publique en société par action. Sur le 26 mai, bah, ça se prépare un petit peu différemment des précédentes manifestations à caractère multiple. Cette fois-ci, c'est pas une organisation ou un parti qui met en avant ses revendications et son organisation. C'est quelque chose de construit collectivement, donc ça nous intéresse beaucoup plus, avec des bases revendicatives là aussi plus claires. Donc le 26, bah, on en sera partie prenante, bien évidemment. Alors l'Union européenne, c'est le cheval de Troie de l'idéologie libérale américaine, puisque quand dans les années 80, l'école de Chicago publie ses thèses, l'Union européenne les recycle et s'attaque à toutes les économies de réseau qui étaient considérées comme des monopoles naturels en Europe. Donc elle a commencé par déréguler les télécommunications, puis l'énergie, puis les transports. Et aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le cadre législatif qui pousse à l'éclatement des réseaux et à la libéralisation. C'est à la fois un levier pour les gouvernements libéraux et un obstacle pour les gouvernements qui pourraient avoir des politiques progressistes. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un problème, même si nous avons démontré que, indépendamment des évolutions néfastes de la réglementation européenne, le gouvernement conservait la main en dernier ressort sur sa capacité à mettre en œuvre ou pas dans le pays le quatrième paquet ferroviaire et la réforme ferroviaire. Mais en fait, c'est la répétition de l'histoire, c'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, malgré la forte subvention des concessions privées, malgré les tarifs qui ont énormément augmenté, mais en fait, il y a un concessionnaire qui a coulé. Et donc qui doit être repris par le gouvernement, et c'est ce qui amorce en fait la politique de renationalisation, même si l'opinion publique y était déjà très favorable. Et donc on se retrouve dans la situation de la France du début du siècle dernier, où la création de la SNCF est le résultat de l'échec des compagnies privées et de leur faillite pour une bonne part. On constate que la concurrence, ce n'est pas un système adapté, notamment pour le système ferroviaire. Donc oui, c'est des points d'appui pour nous, pour montrer que vraiment les seuls qui bénéficient d'une ouverture à la concurrence ou d'une privatisation sont les actionnaires. Et quand nous disions, nous, il y a quelques jours, rendez l'argent des privatisations et qu'on faisait le bilan en France de la privatisation des télécommunications, de la privatisation des autoroutes et de la privatisation dans le domaine de l'énergie, on a identifié qu'en l'espace de 15 ans, 72 milliards ont été versés aux actionnaires privés des ex-compagnies publiques qui ont été privatisées. D'abord parce que ça concerne le service public en général et les valeurs du service public, que la SNCF est probablement une répétition pour le gouvernement sur d'autres réformes, par exemple une répétition de la suppression du statut des cheminots qui va amener à la suppression du statut de la fonction publique, puisque c'est ça qui est visé par le gouvernement. Également, l'extinction du statut des cheminots, c'est l'extinction du régime spécial, et donc probablement que le gouvernement compte sur une moindre combativité des cheminots au moment de la réforme des retraites qui va toucher tous les systèmes de retraite. Donc on est vraiment dans la stratégie du gouvernement. Dans un premier temps, on casse le droit du travail pour limiter les capacités de réaction des organisations syndicales. Dans un deuxième temps, on s'attaque aux foyers les plus contestataires, les plus combatifs, dont les cheminots. Et puis dans un troisième temps, on s'attaque à tout le monde. C'est une stratégie du choc. Suite à l'élection présidentielle, le gouvernement imagine probablement qu'il a en gros 2 ans pour faire passer tout ce qu'il peut pour reformer la logique systémique de notre système. On retrouve ça dans la réforme des lycées et de l'université, avec par exemple pour accéder à l'université le fait de devoir faire une lettre de motivation et des officines privées qui se montent pour aider ceux qui en ont les moyens à faire ces lettres de motivation. Tous ces systèmes, toutes ces réformes-là, elles font système. Elles créent un ensemble qui est cohérent, qui est un ensemble plutôt anglo-saxon, ultralibéral, et je pense que le gouvernement sait que quand les Français vont s'en apercevoir,
quand ils vont mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle, bah là il y aura probablement une réaction très hostile. Donc il faut en passer le maximum avant pour sidérer tout le monde, pour imposer le changement et puis ensuite dire que, ma foi, bah maintenant il faut s'y faire. C'est la même logique en fait, c'est que on est dans une logique comptable de métropolisation, on considère que le transport ferroviaire n'est adapté que pour le transport de masse et donc que pour les liaisons entre métropoles et que donc la desserte des territoires c'est un coût. Et donc puisque c'est un coût, on supprime cette desserte des territoires ou en tout cas on met pas de moyens. Ben, c'est compliqué parce que évidemment on s'affronte à un président de la République qui vient d'être élu, qui a tous les pouvoirs et qui a une majorité absolue. Il y a une opposition politique qui est quand même très fragmentée et très faible. Il y a un mouvement social qui se cherche encore, donc c'est compliqué. Je dirais que les choses ne sont pas jouées. Ça va dépendre du niveau de détermination des salariés. Est-ce qu'ils voudront aller au bout avec le prix que ça représente pour leur famille et pour eux-mêmes ou est-ce que, bah, ma foi, ils seront contraints de mettre un terme avant la victoire à la grève? Ça va être l'enjeu des prochaines batailles. Le problème, c'est est-ce que nous sommes idéologiquement et structurellement capables de passer du témoignage de rejet à l'action de rapport de force et de lutte? Ben ça, on va le voir dans les prochains jours. Et c'est la force des organisations syndicales qui est posée. C'est pour ça que nous appelons, dans le même temps, à s'opposer à la réforme, à adhérer aux organisations syndicales pour accroître cette capacité de lutte qu'on peut avoir.